Il est 19h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition que nous entamons avec les titres de l'actualité. D'abord, des extraits du fils du président du mouvement terroriste MAC, Agour Mhani, qui désavoue les positions de son père, des positions qui ne reflètent ni ses convictions ni celles de sa famille. Nous l'écouterons dans quelques instants. À Taman Rasset, la première édition du Salon des produits algériens à l'export a été inaugurée aujourd'hui. Un événement qui met en avant la qualité et la diversité de nos produits, renforce leur présence sur les marchés africains. Nous parlerons aussi du secteur de l'agroalimentaire qui est en nette progression. Nous irons à Guelma pour le constater à travers notamment la relance des unités de récupérés. La Wilaya consolide son rôle de moteur industriel régional. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Dans un témoignage, Agour Mhani, fils du dénommé Farhat Mhani, président du mouvement terroriste MAC, s'est dit fier de l'histoire de sa famille et du rôle de ses aïeux, hommes et femmes durant la guerre de libération nationale, les considérant comme de vrais héros qui ont combattu pour l'unité nationale et pour la libération du pays. Écoutons-le. Bon, aujourd'hui, je franchis le pas sans besoin, on va dire, en temps personnel. C'est un peu un moyen pour moi de laver mon honneur par rapport à tout ce qui se passe, de laver l'honneur de ma famille, qui est aussi en dehors de tout ça. Et aussi, c'est un moyen pour moi de contribuer à l'unité nationale de mon pays. Agour Mhani a insisté sur la rupture intellectuelle et humaine entre son père et lui, expliquant que les positions de son père ont toujours été une source de problèmes pour lui personnellement et pour ses frères également, sans que ces positions ne reflètent leurs convictions ou les représentent en personne. Écoutons. Ma mère m'a beaucoup parlé de l'histoire de son père. Elle m'a parlé du rôle que même mes grands-mères ont joué pendant la guerre de la libération. Mais mes grands-mères elles-mêmes, en fait, si m'ont parlé, mais j'étais tellement jeune que j'en ai des vagues souvenirs. Mais ma mère m'en a rappelé beaucoup en grandissant. Pour moi, c'est des héros. Surtout que, après tout ce que j'ai entendu, ils ont eu un rôle très actif pendant la guerre d'Algérie. Et mes grands-mères aussi. Agour Mhani a expliqué que ses positions désapprouvant et désavouant son père ne le représentaient pas personnellement, ils n'ont aucun lien avec une quelconque qualité ou représentation politique, affirmant également que son témoignage vise à se réhabiliter, à innocenter sa famille tout entière, en contribuant au renforcement de l'unité nationale, loin des positions de son père et ses choix. Une source de souffrance pour lui personnellement et pour ses frères depuis leur jeune âge. Écoutons-le. Mon père, il a ses idées. Mon père, c'est mon père. Mais je suis pas dans sa tête et je suis pas dans. Il n'est pas dans la mienne, donc il a ses idées et moi j'ai les miennes. Bah, tout au long de ma vie, j'ai subi ses idées, j'ai subi ses décisions qui ont toujours eu des impacts sur ma vie, sur mes frères, sur mes sœurs. Par pas, voilà. Et aujourd'hui, eh ben, je sens que moi aussi j'ai besoin de prendre l'indépendance de mes idées. J'ai besoin de l'exprimer et j'ai besoin de ne pas être associé à tout ce que mon père prend comme décision. Agour Mhani a affirmé également qu'il a grandi dans un environnement où il n'a jamais fait de distinction entre les fils de la même nation, estimant que le lien de fraternité les a toujours liés, ce qui a consolidé ses convictions personnelles. Écoutons-le encore une fois. Eux et moi, pour moi, on a toujours été des frères. Quand on dit on va au bled, on ne dit pas on va au bled, je vais là-bas et toi tu vas là-bas. Non, on va au bled. Et je me suis retrouvé en Algérie, je me suis retrouvé en Kabylie avec des amis à moi qui venaient d'Oran, de Tlemcen, de Marnia, de Razaouet, et ils venaient chez moi en Algérie, là-bas, en Kabylie. Et on n'a jamais fait de différence. C'est c'était vraiment au niveau de la politique que j'ai vu ça. Chez moi, en grandissant, je ne l'ai pas connu. C'est pour ça, grâce à Dieu, que je suis resté loin de tout ça.
Et puis vous pourrez suivre l'intégralité de la déclaration de Agour Mhani, fils de Farhat Mhani, chef du mouvement terroriste MAC, après ce journal. Pour renforcer l'intégration africaine, la wilaya de Tamanrasset a inauguré aujourd'hui la première édition du Salon des produits algériens à l'export sous le slogan Tamanrasset, porte d'exportation vers l'Afrique centrale, organisé par le ministère du Commerce extérieur en coordination avec la wilaya. Ce salon illustre la stratégie nationale de développement des exportations hors hydrocarbures. Il vise à promouvoir la qualité et la diversité des produits algériens et à consolider leur présence sur les marchés africains, en particulier en Afrique centrale. Le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations a souligné lors de cet événement l'importance stratégique de Tamanrasset comme pôle d'exportation vers l'Afrique. Écoutons Kamel Arzig. S'inscrivant en droite ligne avec la politique adoptée par le ministère du Commerce extérieur et en application du programme de Monsieur le Président de la République, cette démarche vise à mettre en place des pôles du sud algérien, de véritables plateformes d'exportation vers les pays africains. De par sa position stratégique et de son importance, Tamanrasset est appelé à assumer un rôle de porte d'entrée pour l'exportation des produits algériens vers les pays d'Afrique centrale. La formation et l'industrie militaire avancent désormais de pair. En Algérie, l'armée nationale populaire mise sur la fabrication locale pour renforcer ses capacités, former ses équipes ou encore mieux maîtriser ses équipements. La production est assurée par des compétences bien de chez nous, un savoir-faire industriel qui renforce notre autonomie et à terme notre système de défense. Walid Yousfi. La fabrication d'avions d'entraînement, une priorité pour l'armée nationale populaire. Il s'agit d'un levier fondamental pour la formation de pilotes répondant aux plus hauts standards de professionnalisme. L'avion de type Fairness 142 fabriqué localement au niveau de notre institution est un appareil léger de formation et de reconnaissance doté de 2 places. Polyvalent, il peut être utilisé pour la formation et l'enseignement de base dans les écoles militaires et civiles, ainsi que pour les missions de navigation aérienne, de jour comme de nuit. L'unité de production de câbles se positionne elle aussi comme un pilier stratégique, à même d'assurer le bon fonctionnement des systèmes d'équipement. Cette unité produit des composants de haute précision conformes à des normes techniques strictes et supervisées par des experts nationaux qualifiés. Ces câbles sont utilisés pour relier les infrastructures administratives et industrielles, ainsi que divers bâtiments civils, afin de garantir un transfert de données à grande vitesse et fiabilité. Au niveau de l'entreprise, ces câbles sont produits par une main-d'œuvre algérienne, formée localement, conformément aux normes internationales. Autre domaine tout aussi important, celui des équipements de transmission. Produits et assemblés localement, ces équipements garantissent la sécurité des réseaux de communication et de la transmission de l'information. Nous faisons la production et l'assemblage de divers équipements de transmission et d'information selon les procédés CKD et SKD, ainsi que la fabrication mécanique et plastique du matériel de transmission. L'entreprise assure également des formations spécialisées à l'ensemble des catégories de personnel technique portant sur les équipements modernes de transmission. L'ANP continue ainsi de bâtir un système intégré alliant formation, expertise technologique et valorisation des compétences nationales, fidèle à sa mission de protection du pays et de renforcement des systèmes de défense. La production pharmaceutique en Algérie occupe aujourd'hui une place centrale dans le paysage industriel algérien. Des médicaments fabriqués sur place, contrôlés selon les standards internationaux et destinés en priorité au marché national. Le secteur gagne en capacité et renforce son rôle dans la sécurité sanitaire. Milad Hennin pour les détails. L'industrie pharmaceutique algérienne s'impose progressivement comme un secteur structurant, longtemps dépendante des importations. La production locale couvre aujourd'hui une part importante des besoins du marché national, notamment en médicaments génériques. L'Agence nationale des produits pharmaceutiques est chargée de la régulation et du contrôle de la qualité des médicaments à l'aide de laboratoires équipés de technologies adaptées aux exigences internationales. Nos laboratoires comprennent 7 départements, le département de physico-chimie des substances pharmaceutiques, physico-chimie des dispositifs médicaux, microbiologie, pharmacotechnie, biochimie, pharmacotoxicologie. Ces départements assurent le contrôle des substances pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.
Aujourd'hui, l'Algérie s'affirme comme un acteur majeur dans la production locale de stylos d'insuline, assurant l'autosuffisance et couvrant l'ensemble des besoins du marché national, avec plus d'un tiers des capacités pharmaceutiques africaines et des exportations vers plus de 20 pays. Les laboratoires produisent des médicaments génériques conformes aux normes internationales, tandis que Biopharm se distingue par la production de réactifs de diagnostic du cancer, reflétant de fort belle manière le savoir-faire local. L'Algérie dispose aujourd'hui de plus de 230 établissements pharmaceutiques avec une capacité de production de plus de 780 lignes, ce qui lui permet de se positionner comme locomotive de l'industrie pharmaceutique en Afrique. Ces développements placent l'industrie pharmaceutique locale au cœur de la sécurité sanitaire nationale et renforcent sa présence sur les marchés régionaux et internationaux, confirmant son rôle stratégique pour le pays. Et puis cet autre secteur qui confirme une fois de plus cette dynamique industrielle, l'agroalimentaire qui s'impose lui aussi comme un levier de croissance. On parle de relance d'unités récupérées, d'une véritable montée en gamme de la production. Il faut dire que les autorités misent sur la qualité, la structuration et l'intégration réelle de ces unités dans le tissu économique. Illustration ce soir du côté de Guelma. Bolivie. Cette usine, récupérée et intégrée au profit d'Agrodiv, a connu une nette progression. Augmentation de la production, plus grande diversité de produits et amélioration des quantités. Ici, la qualité est le maître mot. La priorité sur laquelle nous avons axé nos activités est la préservation de la qualité. Nous assurons la disponibilité des produits de premier choix sur le marché national, des produits capables de s'imposer sur les marchés internationaux. Nous nous sommes rendus sur le terrain pour constater la situation de plusieurs unités industrielles, notamment les unités récupérées. L'avenir de ces unités ne doit pas se limiter à une simple remise en activité, mais doit s'inscrire dans une vision économique claire, comprenant la définition des mécanismes de production, l'amélioration des moyens de gestion et la garantie d'une intégration effective dans les chaînes de valeur industrielles. À Guelma, le complexe industriel Sigma spécialisé dans la fabrication de bicyclettes et de motocycles affiche une capacité de production annuelle de 10 000 unités. L'entreprise a mis au point des modèles modernes et compétitifs, aussi bien sur le marché national qu'international. Ce modèle est nouveau, il est électrique et fabriqué localement. Nous devons atteindre un taux d'intégration de 45%. Nous comptons exporter à l'étranger. La wilaya de Guelma entend aussi consolider son rôle de moteur industriel régional, alliant modernisation, compétitivité et qualité pour séduire davantage d'investisseurs. Au Maroc, de nombreuses familles traversent des jours extrêmement difficiles. Des villages entiers sont isolés, coupés du reste du monde et dépourvus de tout service essentiel. Une situation face à laquelle le régime du Marzen reste silencieux. Meïcha Bout. Au Merzen, les habitants des villages et des zones montagneuses vivent une situation très difficile. Les routes sont bloquées, ils n'arrivent plus à se ravitailler et ils sont coupés d'eau et d'électricité depuis plusieurs jours. Ils se retrouvent complètement isolés, sans aide réelle des autorités, face à des conditions naturelles très dures. Mais enfin, qui sont ces habitants des montagnes? Ne sont-ils pas des Marocains, des citoyens comme les autres? Comment peut-on les laisser vivre ainsi, oubliés et abandonnés? Vous vivez dans le confort et la stabilité, au chaud et à l'abri, pendant que des familles affrontent le froid, la pluie et l'oubli total. Là-haut, des citoyens sont livrés à eux-mêmes. Les familles ne parviennent même plus à transporter leurs malades, enfants, personnes âgées, femmes enceintes vers les hôpitaux, ce qui aggrave leur détresse. Les images venues de ces régions montrent une véritable souffrance quotidienne. Le chemin est bloqué par la neige. Nous avons essayé d'emmener mon petit frère à l'hôpital sur le dos d'un âne, mais il a perdu la vie avant même d'y arriver. Comment peut-on accepter une telle situation? Pas de route, pas d'hôpitaux, rien, c'est un enfer.
Les élèves, eux aussi, sont touchés. Certains doivent marcher plusieurs kilomètres pour aller à l'école, alors que plus de 900 établissements ruraux ont fermé, faute de transport, de chauffage ou de cantine. Pendant ce temps, les pouvoirs publics semblent ignorer la gravité de ce que vivent ces populations. Une opération menée conjointement par la PAF et les services des douanes du port de Béjaïa a permis la saisie d'une importante cargaison de produits stupéfiants que les trafiquants ont tenté d'introduire en Algérie. Il s'agit de plus de 700 000 comprimés d'ecstasy en provenance d'un port français. Cette cargaison de 320 kg a été repérée par le scanner de la police et des douanes du port de Béjaïa et a été répartie sur 3 véhicules touristiques dissimulés dans des cachettes secrètes ajoutées dans différentes parties de ces voitures. Une opération qui a aussi permis l'arrestation de 2 femmes et d'un homme. L'enquête est menée par la brigade de lutte contre le commerce illicite des drogues relevant de la sûreté de Wilaya sous l'égide du parquet compétent. Les enquêteurs ont mené plusieurs opérations à Abdiaya, Alger et Sétif, ont démantelé le réseau criminel et arrêté 17 personnes, dont une femme. L'opération a permis la saisie de 18 véhicules de différents types, d'une somme d'argent estimée à 202 millions de centimes de dinars, d'une somme d'argent en devise de 2 980 €, d'appareils sensibles et de 3 armes à feu, de cachets ainsi que de faux timbres. D'autres membres de ce réseau criminel international se trouvant en Algérie et à l'étranger ont été identifiés. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près du pôle pénal compétent du tribunal de Sidi Mohamed. Du football à présent, à 2 jours du second match de la sélection nationale face au Burkina Faso. Ce dimanche à 18h30, les partenaires de Riyad Mahrez ont effectué aujourd'hui une séance d'entraînement après avoir consacré la journée d'hier au décrassage. Pour rappel, les Verts, en cas de victoire, valideront officiellement leur billet en 8e de finale. Et ce, avant même de disputer leur dernière rencontre du groupe face à la Guinée équatoriale. La wilaya d'Oran a reçu hier le Golden Award décerné par l'Union afro-asiatique du tourisme, du commerce électronique et de l'économie. Un prix attribué à la fin du mois d'octobre dernier à la capitale de l'Ouest algérien en tant que meilleure destination touristique émergente en Afrique pour l'année 2025. Retour sur cette cérémonie avec Yasmine Amari. Le prix d'or, décerné à Oran en tant que destination touristique émergente, consacre le travail accompli pour moderniser et promouvoir la ville à l'international. Un couronnement qui célèbre le rayonnement culturel, historique et naturel de la ville. Le jury de 45 membres avec une commission supérieure de 7 personnes a choisi 5 villes finalistes et Oran a remporté 90 des voix comme meilleure ville touristique d'Afrique. Cette célébration vise également à mettre en valeur les efforts de l'État pour accompagner le tourisme et en faire un projet de développement économique alternatif. La ville séduit par son patrimoine architectural, ses plages et sa vie culturelle dynamique. Les responsables touristiques et les professionnels s'accordent à dire que cette distinction renforcera l'attractivité d'Oran et encouragera l'investissement dans le secteur. Plusieurs projets sont déjà prévus pour améliorer les infrastructures et développer l'offre touristique. Ils examinent le tourisme et les infrastructures existantes, notamment à Oran, où l'on parle beaucoup de l'accueil des gens, de l'histoire, de la dimension stratégique et culturelle de la ville. Cette distinction a nécessité près d'une année, les villes étant préalablement proposées par les présidents des bureaux affiliés à l'Union dans l'ensemble des pays. Le prix d'or confirme Oran comme une destination touristique prometteuse, valorisant son patrimoine et encourageant le développement du tourisme local. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes. À demain.